Alors, bon matin à la classe. Je suis très heureux de vous retrouver pour qu'on discute. Ce ne sera pas un cours classique, c'est beaucoup plus une discussion. Je voudrais qu'on discute aujourd'hui, demain, la semaine prochaine aussi, sur le développement de l'Afrique. Dans le credo de l'Institut, le développement de l'Afrique est au cœur de notre entreprise. Donc, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le développement de l'Afrique. Donc, ce cours, comme les précédents, celui consacré au contenu local, est axé sur le développement de l'Afrique. Donc, en aucun cas, c'est la raison d'être de notre institut, le développement de l'Afrique. C'est pourquoi je vois ce cours comme une opportunité de discuter avec vous du développement de l'Afrique. D'autant plus, d'autant plus que la vocation internationale assignée aux ressources minières énergétiques africaines, c'est le développement. Voilà ce qui a été reconnu dans le principe onusien de 52 ou 56 sur la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles. Donc, en reconnaissant la souveraineté des États sur leurs richesses naturelles, on y a affecté un but précis, à savoir souveraineté pour le développement de ces États. Mais comme on l'a vu en revisitant les générations des droits, les codes miniers africains, comme on peut le voir dans la réalité de nos États, ces ressources ne jouent pas leur rôle ou suffisamment. L'objectif recherché n'est pas atteint. D'où cette discussion. Donc, comment faire pour que nos ressources contribuent à notre développement, au développement de nos États? Alors, les discussions que nous avons eues jusqu'à présent ont montré que ceux qui exploitent nos ressources, ce sont les multinationales étrangères. Mais les discussions, notamment juridiques, sur l'investissement, jusqu'à un certain moment, ne permettaient pas d'inclure la notion de contribution au développement à l'investissement. Donc, il a fallu un certain nombre de réformes pour que la multinationale soit associée au développement. Donc, au cœur de cette discussion, de ce cours, on va voir la contribution des multinationales au développement local en Afrique. Alors, comme plan du cours, je vous propose de la séance, je vous propose de revisiter l'histoire de la RSE. Aujourd'hui, on va essayer d'étudier le concept de la RSE.
on le présente comme un concept difficile à cerner. Mais à travers ces 6 éléments, on va essayer de comprendre ce concept à travers son histoire en Afrique, à travers l'engagement sociétal des multinationales extractives sur le continent, en examinant la question de la responsabilisation des multinationales extractives en Afrique, en analysant la contribution de ces multinationales au développement, on va étudier les domaines de la RSE et l'imposition d'obligations de développement durable aux multinationales extractives. Alors, tous ces éléments, de mon point de vue, devraient nous permettre de voir un peu plus clair sur la responsabilité sociale des multinationales dans les pays miniers africains. À titre d'introduction, alors rappelons que les investissements étrangers restent et demeurent l'un des principaux leviers du développement local et national dans les pays miniers africains. Donc, et l'actualité nous donne raison. Avec l'accord de paix signé il y a 2 jours à Washington, où la RDC attend d'importants investissements américains dans son secteur minier. Non pas seulement pour ses ambitions sécuritaires, mais aussi pour son développement économique. Et la question que les Congolais se posent, j'entends ces jours-ci, qu'on espère que ce contrat sera gagnant-gagnant. C'est ce que j'entends. Alors, il y a un problème. Il y a un problème, et vous l'avez certainement vu dans la séance, la séance vidéo, cinéma, que je vous ai proposé dimanche dernier, sur le caractère responsable des investissements, et notamment le cas du Nigeria. Dans la série de vidéos que je vous ai postées, les investissements américains, notamment dans le secteur pétrolier du Nigeria, ne se sont pas avérés profitables, voire socialement responsables. Et dans l'une de ces vidéos que j'ai regardées encore très tôt ce matin, on voit le chef de village qui dit que il y a des bateaux qui sont arrivés là, on leur promettait un paradis, mais c'est la déception totale. Donc, les Américains sont venus exploiter le pétrole, ils sont repartis, ils ont laissé un village à l'état des villages, vraiment comme nos villages que vous connaissez là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien, il n'y a que nos petites cases, nos petites cases avec la poussière jaune. Voilà. Et dans cette vidéo du chef de village, hein, certaines personnes, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien.
Alors, ce chef de village, de même que les populations africaines, ont pourtant des attentes très claires à l'égard des multinationales étrangères. Donc, c'est ce que le chef de village a dit. Il a dit que quand ils sont arrivés là, on leur a promis le paradis. Donc, l'attente des populations, c'est qu'on transforme leur village en paradis. Pour parler comme ce, ce chef de village-là, ce grand-père-là. Alors, nous, on parlerait d'infrastructures essentielles. Donc, ces attentes ont trait au développement du village. Il faut développer le village. Développement infrastructurel, on veut des routes au village, on veut l'eau, l'électricité, mais aussi on veut des emplois pour les villageois. On veut lutter contre la pauvreté au village. On veut des villages riches. C'est ce que ce chef a dit. Et l'un des problèmes qui s'est posé au Nigeria, dans le delta du Niger, c'est que ils sont restés pauvres alors qu'à Lagos et à Abuja, les gars vivaient la belle vie là-bas avec une grosse richesse à Lagos et à Abuja, alors qu'au village, il n'y a rien. Donc, l'argent du pétrole extrait au village, mais on le voit simplement à Kinshasa, à Yaoundé et à Douala, dans les grandes villes, à Nairobi. Ça sert à pousser tous les beaux immeubles de la capitale économique et consort, mais rien au village. Rien dans les territoires où on extrait ces richesses. Alors, à l'initiative de l'ONU, voyez-vous, l'ONU se mêle déjà de cette affaire. L'ONU se mêle de la question du développement et notamment du développement communautaire en Afrique. À l'initiative de l'ONU, l'industrie extractive mondiale a réinventé la responsabilité sociale des entreprises. Pourquoi l'ONU se mêle de cette affaire? Voyez-vous, pourquoi l'ONU se mêle du business des multinationales? Pour tenter de répondre aux préoccupations sociétales des populations africaines ou des pays en développement. Donc, l'ONU monte au front sur la question de la responsabilité sociale des multinationales. Donc, dans ce débat, dans ces changements, on a en première ligne l'ONU. Et on va le voir demain. Donc, l'ONU est en pointe sur la question du développement durable, qui va apparaître comme une injonction de la communauté internationale. Alors, essayons d'analyser l'histoire de la RSE. La RSE renvoie généralement aux œuvres philanthropiques des multinationales extractives. Mais la première question, c'est que est-ce que les multinationales sont philanthropiques? Est-ce que les multinationales sont généreuses? Est-ce que les multinationales font l'humanitaire?
ça commence mal. Ça commence mal parce que les multinationales recherchent le profit, c'est leur vocation, et non l'humanitaire, et non le développement local. Elles viennent faire l'argent, elles ne viennent pas développer le pays parce que la question du développement du pays, c'est l'affaire du pays hôte. Alors, mais l'origine de cette notion se situe dans les années 1930. L'idée soutenue à cette époque, c'était de dire que les grandes entreprises devaient agir dans l'intérêt de la société, certes, faire les profits pour les actionnaires, mais pas uniquement cela. Elles devraient aussi servir la communauté. Et donc, dans ce changement de perspective, c'est-à-dire associer la recherche du profit aux préoccupations sociétales, donc le discours, la RSE va se construire autour des enjeux sociétaux propres à chaque époque, devant l'impact des retombées sociales et environnementales liées aux activités des multinationales. Alors, dans les années 1970, on a vu qu'à partir de 1930, on commence à dire aux multinationales, non, écoutez, faites le profit, mais faites un peu attention aux besoins de la société. Dans les années 1970 et 80, on va observer un regain du discours de la RSE qui va se traduire par, donc on va voir le boycott des multinationales, boycotter Shell, boycotter Boeing, boycotter, un mouvement de boycott des multinationales, boycotter Total, boycotter parce qu'on n'est pas content de, on n'est pas content de l'Angleterre, boycotter Manchester United, boycotter. Donc, on va boycotter les multinationales dans les années 70-80 sur des enjeux comme la protection de l'environnement et les conditions de travail. Donc, sur ces deux enjeux, on va demander de les boycotter. Au cours des années 1990, la RSE va se concentrer sur la non-discrimination à l'emploi. Le 21e siècle, c'est-à-dire les années 2000, va voir l'émergence d'une multitude d'initiatives volontaires. Pourquoi en 2000, hein, on va voir une floraison d'initiatives pour encadrer le comportement international des multinationales dans les années 2000. Des codes de bonne conduite sont élaborés par les entreprises, donc au niveau interne, des réglementations internes, des codes sectoriels, des chartes éthiques et des cadres normatifs internationaux. Donc, dans les années 2000, hein, il y a tout un travail pour observer, toute une dynamique autour de l'encadrement du comportement des multinationales. Dans le contexte de crise économique, la crise financière de 2008, un regain d'attention sera accordé aux questions des droits de l'homme, aux conditions de travail, au développement durable, à la corruption, à la responsabilité fiscale, mais aussi à l'accaparement des terres.
Donc, vous voyez, sont des enjeux sociétaux qui correspondent à des époques bien spécifiques. Donc, au regard de son évolution, il est certain que la RSE s'est historiquement construite au fil des décennies autour des réalités socio-économiques, politiques et culturelles qui président au déploiement des activités des grandes entreprises à l'étranger. Donc, ce qu'on doit y comprendre, c'est que l'arrivée d'une multinationale va rencontrer ou susciter certaines préoccupations sociétales. Par exemple, l'arrivée prochaine des multinationales minières américaines à RDC va trouver que à RDC, il y a un problème de sécurité. À RDC, il y a un problème de gouvernance minière. À RDC, il y a un problème de répartition de la rente minière. À RDC, dans le secteur minier de la RDC, ben, il y a un problème de retombée économique et sociale de l'exploitation minière pour les autochtones. Donc, ces Américains qui vont débarquer vont trouver tous ces problèmes qui les attendent. Donc, tous ceux, que ce soit, bon, les Américains sont déjà prêts, ils ont signé là, mais même si c'était les Camerounais qui débarquaient à RDC, ils trouveraient ces problèmes qui les attendent. Deuxième point, l'engagement sociétal des multinationales extractives en Afrique. Voyez-vous? Et ici, on les attend sur le terrain de la lutte contre les changements climatiques. Nous venons d'en discuter dans la classe précédente. Et le développement durable. C'est juste, mais peut-être que c'est imprécis. Parce que la notion de développement durable risque cacher, ça risque cacher la préoccupation première des populations africaines, à savoir la lutte contre la pauvreté. Donc, l'engagement sociétal prioritaire des multinationales serait la lutte contre la pauvreté et le développement local et national, si vous voulez, avec le contenu local qu'on a étudié la semaine passée. Donc, la responsabilité des entreprises est une thématique d'actualité en Afrique et dans le monde. À l'ère des changements climatiques, du développement durable ou des grandes catastrophes écologiques que connaît la planète. C'est des préoccupations contemporaines. Donc, on aimerait voir les multinationales sur ces chantiers contemporains. Mais voyez-vous, par rapport à ces chantiers, il y a une question de priorité que j'ai soulevée par rapport aux pays miniers africains ou par rapport aux pays africains. La question de la lutte contre la pauvreté, la question du développement. Bien sûr qu'il y a la question des changements climatiques.
Bien sûr qu'il y a l'urgence écologique, climatique, mais pour les pays africains, il y a surtout la question du développement. Donc, voyez-vous, lorsqu'on va parler de la RSE, on risque davantage insister sur des questions comme l'environnement, alors que la priorité pour les pays africains, c'est le développement. Donc, j'aurais aimé qu'on mette la question du développement comme prioritaire. Voyez-vous, l'impact négatif des grandes entreprises sur les droits de l'homme et l'environnement, vous voyez comment on centre les préoccupations. L'impact, la RSE va se concentrer sur l'impact des activités des multinationales sur les droits de l'homme et sur les droits environnementaux. Quid de la pauvreté? Quid des besoins essentiels des populations? Quid du développement local? Pourquoi la question des droits de l'homme, la protection de l'environnement semble prioritaire lorsqu'on examine la présence des multinationales dans les secteurs économiques en Afrique? Donc, vous voyez qu'il y a un point de vue occidental, une vision occidentale, et puis des réalités ou des priorités africaines. Alors, mais la RSE n'est pas un discours totalement déconnecté du continent africain ou de ses priorités. Sur le continent, on a effectivement des problèmes liés aux droits de l'homme, à l'environnement. Donc, c'est un discours international qui va rencontrer les préoccupations africaines. Mais la préoccupation semble être la construction d'une échelle de priorité. Donc, le discours international est à la régulation de la mondialisation et à la moralisation du capitalisme. Donc, la RSE apparaît comme une réponse de la communauté internationale ou de l'industrie mondiale extractive sur les dérives de la mondialisation. La mondialisation, on va le voir, va amener beaucoup de conséquences, notamment négatives. Et l'un des problèmes de la mondialisation, justement, on l'a vu en revisitant les générations des codes miniers, on l'a vu, c'est le retrait de l'État. Le retrait de l'État de son secteur minier au profit des multinationales qui a eu des répercussions dramatiques au niveau économique et social. Ce sont les effets néfastes de la mondialisation. Mais à côté de cela, il y a la moralisation du capitalisme. Et ça, on l'a vu dans les vidéos au Nigeria. La complicité de Shell à la répression des populations autochtones qui revendiquaient les retombées économiques et sociales.
l'a vu au Nigeria, avec une exploitation pétrolière qui n'a bénéficié qu'à la multinationale et rien pour les autochtones. On l'a vu toujours au Nigeria, avec une exploitation pétrolière qui a détruit les cours d'eau, les champs, l'agriculture, les moyens de subsistance des populations sans dédommagement. On l'a vu au Nigeria avec une exploitation pétrolière qui a totalement détruit la vie des populations au point où l'exploitation pétrolière est devenue une malédiction au Nigeria. Alors, alors selon les experts, la RSE, le concept de RSE, c'est un concept omniprésent, on parle, tout le monde en parle, c'est un concept polysémique, c'est un concept problématique, c'est une notion diffuse, c'est une notion insaisissable, c'est une notion indéfinissable. Alors, Bonnie Campbell, que vous connaissez, parce qu'on a parlé d'elle dans les 3 premières générations des codes miniers africains, la canadienne et Myriam Laforce. Alors, ces 2 auteurs canadiennes, québécoises, selon ces auteurs, la RSE est une notion en constante évolution. Elle renvoie à la conduite éthique d'une entreprise, au bon comportement de l'entreprise, la multinationale, à ses relations communautaires avec les communautés locales riveraines, à ses politiques d'engagement avec les parties prenantes ou à l'acceptabilité sociale des pauvres. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on va mettre dans ce package. Donc, la conduite éthique, responsable, la responsabilisation des investissements, la bonne conduite des multinationales. Dans les secteurs extractifs en Afrique, c'est l'un des principaux enjeux de la RSE. Donc, on s'attend à ce que quand les Américains débarquent prochainement en RDC, qu'ils soient corrects. Mais que signifie l'expression être correct? Les Américains doivent être corrects. Il leur est demandé d'adopter un comportement responsable, transparent, conforme aux valeurs morales et principes civilisationnels dans leurs relations d'affaires comme dans leur interaction avec les milieux communautaires. Vous voyez? Alors, c'est tout le problème qu'on a avec les Chinois, par exemple, en RDC ou à l'est du Cameroun, où les Chinois ne sont pas corrects du tout. Bien. La lutte contre la pauvreté, le chômage, le sous-développement sont au cœur des attentes des populations africaines à l'égard des multinationales qui exploitent leurs ressources naturelles. Donc, alors, ces investisseurs miniers-là, on attend un bon comportement, ils doivent être corrects, mais aussi, ils doivent s'engager dans la lutte contre la pauvreté, le chômage, le sous-développement.
Alors, les communautés locales, et je suis l'un des chantres des communautés locales, donc nous, communautés locales, nous nous considérons comme les vrais propriétaires des richesses. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que toutes les richesses minières qui ont aidé cela, c'est pour nous, les communautés locales. Alors, mais comme je l'ai dit, j'ai regardé la signature de cérémonie, vous voyez, c'est toujours la même chose. La cérémonie de signature de l'accord de paix, bon, on va dire, les populations n'ont rien à voir avec l'accord de paix, mais il y avait le volet partenariat stratégique. On voit le président ici, mais on n'a pas vu un chef traditionnel dans cette cérémonie. Aucun chef traditionnel. Donc, le président allait signer. Il est allé signer en se présentant comme le propriétaire des richesses du Congo. Alors que le vrai propriétaire, c'est les communautés locales. Donc, les vrais propriétaires, à savoir les communautés locales, qui étaient absentes de la signature de ces accords d'investissement, ben, attendent justement les Américains qui vont débarquer après avoir signé leur affaire là, sans les propriétaires, on les attend sur le terrain. Donc, on va leur demander la construction des infrastructures essentielles pour nos communautés. On va leur demander des créations d'emplois. On va leur demander de financer le développement économique de nos villages. Donc, voilà ce qui leur attend. Donc, dans ce contexte, la RSE devient indissociable d'une conduite d'affaires jugée acceptable par les populations, je vais ajouter ici, locales, africaines. Voyez-vous? Donc, donc, il y a cette idée que, ben, écoutez, on peut signer des choses à Washington, signer tout ce que vous voulez là-bas, mais sur le terrain là, votre venue doit être acceptée par nous, votre comportement doit être validé par nous, on doit accepter le projet que vous venez réaliser là. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Votre comportement, en début de tous vos accords, doit être acceptable aux yeux des vrais propriétaires. Alors, c'est pour ça que ne soyez pas souvent surpris que c'est bon, monsieur, investit des choses, et puis sur le terrain, il y a les problèmes. Pour deux raisons. Parce que les communautés estiment qu'elles sont les vrais propriétaires. Un. Deuxièmement, tout leur arrangement doit être validé par les communautés. Et justement, j'ai suivi la conférence de presse
que le gouvernement congolais a offert. Et dans cette conférence de presse, il y a un journaliste qui a posé une question. Il a posé la question à la ministre des Affaires étrangères congolaise. Il lui a posé la question de savoir est-ce que les sociétés civiles ont été associées à ce deal? Voilà. Et puis la ministre des Affaires étrangères, elle a cité Human Rights Watch, toutes ces ONG étrangères-là. Alors, je l'ai écouté, je me suis dit, mais tout ça c'est bon. Human Rights Watch, tout ça là, élu l'accord et consort. Mais est-ce que les sociétés civiles de la RDC ont été parties à ce deal? Est-ce que les populations congolaises ont été impliquées dans ce deal? Moi, c'est cette réponse que j'attendais de la ministre. Parce qu'il finit, il faudrait que le projet, le deal, soit accepté par la population. Alors donc, voyez-vous, il y a donc, vous voyez, dans les limites de tout ce que les gens font là, dans les limites de tout ce qu'ils veulent faire là, dans leurs arrangements miniers, vous voyez, il y a une participation insuffisante de la population. Et après on est surpris qu'il y a des problèmes. Après, on est surpris que la population réagisse. La population ne réagit jamais le lendemain, non. Beaucoup ne connaissent pas lire, rien et tout ça là. Ils ne connaissent pas. Et personne ne viendra leur dire quoi que ce soit. On ne va pas venir leur interpréter les accords, non. Mais quand il n'y aura pas d'impact, quand tout ce bazar-là ne va pas déboucher sur des impacts qui profitent à la population, elle va réagir. Alors donc, on était en train justement de parler de l'intégration des communautés locales dans ce business et la démocratisation de la gestion des projets extractifs. Vous voyez? Donc la RSE pourrait dès lors être considérée par de nombreux Africains étrangers comme un instrument d'intégration des communautés locales et autochtones à la gestion des projets extractifs qui les affectent. Donc l'une des critiques qu'on peut déjà adresser à ce deal-là, c'est au niveau de la RSE. C'est une réserve qu'on pourrait émettre là. Donc en plus d'intégrer toutes les parties prenantes, la RSE permet de démocratiser la gestion de projets extractifs pour faciliter leur réalisation en obtenant la licence sociale d'exploiter. C'est important. Ce n'est pas seulement la licence gouvernementale d'exploiter, les titres miniers que le gouvernement de la première ministre va donner à ses Américains. Mais il y a la licence, moi je vais aussi l'appeler la licence traditionnelle d'exploiter.
Donc, c'est véritablement un enjeu de la RSE. Plus de démocratie. Est-ce qu'il y a de questions à ce stade? Any query? Alors, il n'y a pas de questions, on avance. On va se réserver, si vous n'avez pas de questions entre-temps, on va se réserver quand même un bon 20 minutes, pourquoi pas 30 de discussion. Alors, troisième élément pour essayer de cerner cette notion de RSE appliquée au contexte africain. Alors, analysons un peu la question de la responsabilisation de ces multinationales. Alors, on est de l'ONU qui est en première ligne sur la question de responsabilisation des multinationales. Et pourquoi? Mais parce que la communauté internationale s'est finalement rendue compte que la recherche effrénée du profit, money, 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 par les grandes entreprises était préoccupante pour la santé des hommes, la santé, la survie des espèces, ainsi que la préservation des grands équilibres climatiques. Donc, à l'ONU, on est conscient du fait que les activités des multinationales peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la santé des hommes, sur nos écosystèmes, sur notre climat. Alors, le professeur Emmanuel Decaux de l'Université de Paris souligne que les grandes entreprises ont compris sans doute où était leur véritable intérêt dans un monde globalisé. Alors, leur intérêt, ce n'est pas seulement de faire l'argent. Leur intérêt, c'est d'avoir un comportement qui soit acceptable internationalement, c'est-à-dire un comportement qui s'aligne sur les valeurs universelles. Et parmi nos valeurs universelles, il y a le respect des droits humains et de l'environnement, du climat. Donc, les multinationales dont les pratiques sont conformes aux valeurs sociétales internationales sont plutôt bien vues, c'est leur intérêt d'avoir un bon comportement international. Donc, elles vont tourner le dos à un capitalisme sans foi ni loi, comme ce qu'on a vu au Nigeria avec Shell. Elles ont compris que la sécurité juridique, les investisseurs étrangers insistent sur la sécurité de leurs investissements. Donc, cette sécurité des investissements qui est recherchée va de pair avec les principes et les standards clairs en matière de responsabilité sociétale. Donc, on allie profit et responsabilité sociale. Alors, l'OCDE a réalisé une belle étude en 2011, super belle étude,
Et c'est intitulé hein, l'étude de l'OCDE sur les régions à un déficit de gouvernance. Oui. Donc là, ils sont dans l'investissement dans des pays à déficit de gouvernance, donc dans des pays qui ont des problèmes de gouvernance. Et donc, parmi ces pays-là, je ne vais pas tous les citer, mais il y a mon pays, le Cameroun. Donc, ils ont fait une belle étude là-dessus. On va voir ce que leur étude révèle. Vous voyez? Alors, cette étude montre la voie, montrera bien sous un titre pudique les enjeux des investissements dans les zones de non-droit. Alors, je ne sais pas si il y a, je ne sais pas, il y a notre ami camerounais là, votre confrère qui s'intéresse beaucoup aux investissements là. Je ne sais pas s'il est en classe. Il doit être, je ne sais pas s'il est à Lomé encore en ce moment là. Maître Kwenjo, je pense à votre ami et collègue là, je ne sais plus comment on l'appelle là. Alors, donc, cette belle étude de l'OCDE dans les zones de non-droit, dans les pays de non-droit. Donc, comment on investit, comment on se comporte dans des pays de non-droit. Alors qu'un État de droit fixe une législation nationale non discriminatoire qui assure le respect des obligations internationales en matière de droits de l'homme et qui offre des recours juridiques effectifs, voilà ce qui se passe dans les États de droit, aux États-Unis, en France, en Angleterre, au Canada. Il existe de trop nombreuses situations où l'État est trop faible, comme au Nigeria, évanescent ou corrompu, comme au Nigeria ou au Cameroun, ou au contraire trop fort, s'agissant d'une dictature pour respecter, faire respecter les droits fondamentaux. Alors, dans les éléments que je vous ai présentés, je pense dimanche dernier, le Niger a été bien présenté comme un État faible, première puissance. La première puissance pétrolière d'Afrique était présentée vraiment comme un État faible, avec des institutions faibles. Donc, les investissements dans ce genre de pays-là, alors cette étude de l'OCDE est absolument pertinente dans la mesure où de très nombreux pays subsahariens sont effectivement ce que les anglo-saxons appellent des failed states, c'est-à-dire des États faillis, des États en déficit de gouvernance, des États corrompus, des États dictatoriaux, des États trop faibles, des États en panne. Donc, voyons un peu comment les multinationales se comportent dans ce type d'État. Il est reproché aux multinationales de profiter de la concurrence, c'est-à-dire de profiter de la faiblesse de ces États-là, mais aussi de profiter de la concurrence que se livrent les États africains pour attirer à eux des investissements étrangers, pour investir dans les pays où des violations des droits de l'homme pourraient être commises impunément. On peut repousser cela là-dessus, de privilégier des investissements dans ce genre de pays où on peut violer
c'est le cas des Chinois au Cameroun, violer les droits humains, violer les droits environnementaux, et il n'y a rien. Donc, d'investir dans des pays où il y a la tentation d'abaisser les normes sociales, environnementales et droits de l'hommiste. Et à ce sujet, le professeur Olivier de Schutter, il écrit: l'État d'accueil évitera d'imposer des coûts trop importants aux investisseurs étrangers, que ces coûts résultent d'un taux d'imposition élevé sur le bénéfice réalisé, ou qu'ils résultent de réglementations trop contraignantes, par exemple en matière environnementale ou sociale. Donc, dans le souci d'attirer les investissements étrangers, l'État peut être tenté d'accepter, au moins à court terme, un renforcement des inégalités entre les travailleurs qualifiés et les travailleurs moins qualifiés d'une part, entre employeurs et employés d'autre part, et de se priver des moyens de garantir la fourniture des biens publics lorsque ceux-ci présentent un intérêt direct pour l'investisseur. Donc la tentation, parce que l'État veut attirer les investissements étrangers, la tentation pour lui est forte qu'il ferme les yeux sur la non-contribution de la multinationale au développement local. Et c'est malheureusement le cas dans beaucoup de pays, dans les pays de non-droit. Alors, maintenant, on va aborder le quatrième point, à savoir la contribution des multinationales au développement communautaire en Afrique. Et donc la question de la construction des infrastructures et des services essentiels. Alors, les projets extractifs sont généralement situés en Afrique, dans les communautés rurales, donc dans nos villages. Souvent très éloignés des grandes villes, des coins reculés, enclavés. Alors, ça pose le problème de l'accès à ces régions, ainsi que l'absence de structures de transport routier, portuaire, aéroportuaire. Alors, je vais vous l'envoyer. Je vais vous l'envoyer dans le forum. Il y a un étudiant d'une autre promotion qui est de la RDC et qui nous a envoyé un beau reportage là, à RDC, un beau projet où le président de la République on veut créer une usine de construction de chemin de fer, du rail, sur place à RDC, avec les matériaux de la RDC. On prélève le minerai, on transforme, on fait les rails, et puis, ils imaginent que toute la RDC sera couverte de chemins de fer. C'est magnifique comme projet. C'est magnifique comme projet. Et puis, je disais, comme commentaire que j'ai fait dans cette vidéo, j'ai dit, mais il faut que le président ait du temps pour réaliser ses projets, ses réformes. Première des choses. Deuxième des choses, j'ai dit dans mon commentaire que il ne faut pas que ça reste à l'étape de projet. Et que ça devienne les grandes réalisations, comme dit le président camerounais Paul Biya. Les grandes réalisations. Donc, on voit ces vidéos, ces montages-là, vraiment, c'est tellement beau.
Parce que c'est ce qu'il faut. Il faudrait désenclaver. Apparemment, la RDC, c'est un pays très enclavé. Il faut désenclaver le pays. Et justement, dans ces régions-là, où il y a tous ces minéraux-là, il faut les connecter. Il faut connecter le pays. Il faut créer des routes commerciales pour faire circuler le minerai, pour le rapprocher vers les ports et aéroports. Donc, c'est un projet infrastructurel qui est beau et très attendu, mais il faut qu'il soit réalisé. Donc, il se pose donc le problème de l'accès à ces régions, ainsi que la construction des infrastructures du transport routier, portuaire, aéroportuaire. L'autre caractéristique des sites extractifs, c'est qu'ils sont dépourvus de services publics essentiels comme les écoles, les hôpitaux, l'électricité, l'éducation d'eau. C'est ce qu'on a vu au Nigeria, dans les zones pétrolifères. Il n'y a pas d'école pour les enfants. Les enfants restent vraiment, les enfants restent à la maison avec les parents. Il n'y a pas l'école. Il n'y a rien. Le père, sa femme et les enfants sont à la maison, il n'y a rien. Il n'y a pas l'école, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas le travail. Il n'y a que le champ. Et même le champ là, la nappe phréatique est détruite par le pétrole. Ce sont des régions pauvres qui sont frappées d'un chômage chronique. Vous voyez? Donc, c'est inacceptable. C'est simplement inacceptable. Donc, on ne peut pas venir exploiter les richesses et puis on se retrouve dans ce genre de conditions-là. C'est inacceptable. Donc, signez tout ce que vous voulez signer à Washington, tout ce que vous voulez signer ça là-bas, mais on ne peut pas venir exploiter nos richesses et nous restons dans cette condition-là. Le gouvernement doit le comprendre, les multinationales doivent le comprendre, toutes les parties liées à la chaîne extractive doivent le comprendre que c'est un enjeu, c'est un véritable enjeu. Le développement local est une question cruciale. Donc, les multinationales sont donc perçues dans ce contexte, à tort ou à raison, je dirais, comme de véritables agents de développement. Pas les communautés riveraines qui attendaient d'elles de contribuer au développement local, d'œuvrer à la réduction de la pauvreté. Et nous nous disons que, ben, écoutez, c'est celui qui exploite nos ressources qui doit développer notre coin. C'est simple. Si c'est l'État qui exploite,
qu'il développe. S'il confie l'exploitation à la multinationale, que la multinationale a de cause, celui qui exploite, c'est celui qui développe. Alors, quels sont les domaines de la RSE? Alors, nous avons jusqu'à présent vu que la notion de la RSE était liée aux enjeux sociétaux et que ces enjeux pouvaient varier selon les époques. Mais dans ce document de référence de l'OCDE, les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des multinationales, un document de 2011, qu'on va considérer ici comme le document de référence sur les différents domaines de la RSE qui vont concerner l'environnement, l'économie, les droits de l'homme, entre autres. Alors, c'est un document de référence parce qu'il va prescrire une contribution positive des multinationales au progrès économique, environnemental et social partout dans le monde. Alors, les droits de l'homme sont en tête de liste des chapitres qui composent la RSE. Vous voyez? On va l'étudier demain. Mais moi, j'aurais aimé, en tête de liste, la lutte contre la pauvreté ou le développement soit en tête de liste des chapitres qui composent la RSE en Afrique. Mais pour les Occidentaux, c'est les droits de l'homme qu'ils vont mettre comme numéro un. Alors, on y retrouve aussi les indications de la protection de l'environnement. Numéro un, droits de l'homme. Numéro 2, environnement. Numéro 3, emploi, les droits sociaux. Numéro 4, la lutte contre la corruption. Numéro 5, la concurrence, la fiscalité, etc. Donc, il ressort de tous ces domaines de la RSE trois idées majeures. La première, c'est la responsabilité ou la responsabilisation des multinationales, le bon comportement. Deuxième idée, l'amélioration du climat des investissements en Afrique. Troisième idée, la contribution effective des multinationales au développement local. Donc, environnement et société, droits de l'homme si vous voulez, sont les deux grandes dimensions ou domaines de la RSE en Afrique. Les multinationales sont appelées à respecter les droits de l'homme, les droits sociaux et environnementaux. Le rapport de l'OCDE souligne combien il est important de créer dans les secteurs miniers africains des règles de jeu équitables qui reposent sur une industrie minière axée sur le développement durable. Les effets environnementaux et sociaux néfastes à l'exploitation minière ont parfois suscité des protestations ou déclenché des conflits entre les multinationales minières et les communautés riveraines des sites miniers.
Et là, ça relance la question de la licence traditionnelle exploitée. Alors, le dernier point, c'est l'imposition d'obligations de développement durable aux multinationales extractives. Donc, c'est surtout l'impact de leur activité sur les populations, l'environnement dans les pays en développement qui fait réagir. On a vu au cas du Nigeria avec les pollutions environnementales ou la complicité pour violation des droits humains. Mais on ne réagit pas beaucoup sur le plan du développement local. Ça fait moins réagir que les autres enjeux internationaux, notamment la protection de l'environnement et les droits de l'homme. Alors, on estime que ces conséquences doivent être suffisamment prises en compte pour la nécessité d'imposer des obligations de développement durable aux multinationales opérant en Afrique, notamment dans les secteurs des ressources naturelles et extractives. Donc, on va les amener à respecter l'environnement et les droits de l'homme, si vous voulez. Et on ne dit pas beaucoup sur la pauvreté ou sur la construction des infrastructures essentielles. Mais on va observer une réglementation complaisante à l'égard des multinationales extractives. Alors, donc, plusieurs scandales vont révéler au grand jour des cadres réglementaires en Afrique qui sont laxistes en matière de droit de travail et protection de l'environnement, avec les Chinois. Un grand laxisme. Alors, et donc, il y a un grand débat. Il y a eu un grand débat sur l'intégration des droits de l'homme et des droits environnementaux dans le business. Et alors, il y a des partisans et des adversaires. Chaque camp a développé une argumentation pour justifier sa position. Alors, pour les partisans, c'est-à-dire ceux qui veulent une intégration des droits de l'homme et des droits environnementaux dans la régulation des investissements dans les pays miniers en développement, notamment les pays africains, ils estiment que alors je crois que c'est les adversaires d'abord, certains acteurs, auteurs, soutiennent qu'une telle intégration aurait un effet négatif sur les investissements des pays en développement, car elle empêcherait les entreprises d'investir à l'étranger en raison du risque de litiges trop coûteux que cela pourrait engendrer. Vous Donc, ils disent que, écoutez, si on associe les droits de l'homme, si on leur impose le respect des droits de l'homme, des droits environnementaux, ça va créer des litiges et donc ça va décourager l'investissement. Deuxième argument, les entreprises prétendent que les initiatives en matière responsable sont suffisantes pour réglementer leur comportement. Ils disent qu'au plan interne, ils ont déjà une réglementation propre qui leur permet d'aborder cet enjeu. Alors, troisième argument, certains défendent l'idée que l'intégration des droits de la personne est perçue comme le néocolonialisme visant à imposer aux normes occidentaux pays en développement. On dit, bon, c'est l'affaire des autres, tous les droits de l'homme, mais tout ça, c'est pour les Blancs. Quatrième argument, alors, d'autres soutiennent que la raison d'être des multinationales, c'est faire le profit et non pas appliquer les politiques publiques. Ils sont là pour faire le profit et non pas appliquer les politiques publiques. Et que c'est la responsabilité, c'est un fardeau très lourd
pour les entreprises. Et donc, tout ça ne devrait pas faire partie de leurs obligations. Alors, de l'autre côté, les partisans d'une intégration des droits de l'homme et des droits environnementaux dans les traités d'investissement vont soutenir, ils vont réfuter ces arguments un à un et dire, par rapport au premier argument, relatif à l'impact négatif d'une clause des droits de l'homme dans les traités d'investissement. Alors, cet argument est battu en brèche par l'idée selon laquelle les investissements dans le secteur extractif en Afrique sont des investissements de longue durée. Ce sont des investissements de longue durée, 15 ans et plus, 25 ans. Alors, cela suppose qu'on pourrait aisément prévoir les conséquences découlant de l'investissement et des activités économiques connexes dans le traité d'investissement sans que l'équilibre économique du traité ne soit affecté. Donc, on doit prévoir cet impact. C'est à long terme, on peut le prévoir sans déséquilibrer économiquement le traité. Donc, prise en compte de la conclusion d'un traité d'investissement des risques relatifs aux droits de l'homme et à l'environnement plutôt prévisible et encouragé. Et c'est ce qu'il faudrait faire. Alors, ils vont dire que les initiatives volontaires sont insuffisantes. Oui, il y a un travail qui est fait au niveau des entreprises elles-mêmes, qui est un consensus international, mais tout ça, c'est insuffisant. D'autant plus qu'ils font remarquer que des scandales enregistrés ces dernières années montrent précisément que ces initiatives sont manifestement insuffisantes et qu'un cadre contractuel serait approprié pour renforcer la prise en compte des risques socio-environnementaux et droits de l'homme dans les traités d'investissement. On parle de scandales comme celui du Nigeria ou celui des Chinois dans l'est du Cameroun et dans d'autres pays, pour dire que les cadres, qu'il faut faire davantage. Alors, sur le caractère néocolonialisme du discours des droits de l'homme, on demande, alors ils disent qu'il faut ignorer cet argument parce que les droits de l'homme sont le fruit d'un consensus plutôt universel et que la régression dans le domaine des droits de l'homme est simplement inimaginable, inacceptable. Alors, en conclusion, la recherche légitime du profit qui fonde l'entreprise ne saura en aucun cas légitimer la violation des droits de l'homme ou des droits environnementaux. La recherche du profit n'est pas incompatible avec le respect des droits de l'homme ou la protection de l'environnement. On devrait donc concilier la recherche du profit et le respect des impératifs de développement durable sur le. Alors, l'engagement des multinationales en faveur du développement durable doit être renforcé ainsi que la contribution au commerce et à l'investissement international ainsi qu'au développement durable. Alors, donc, voilà les quelques éléments que nous avons mobilisés pour essayer de comprendre le concept de la RSE. Alors, donc nous avons 30 minutes pour discuter. Alors, d'abord, vos remarques, observations, contributions, commentaires. La parole est à la classe. Bonsoir, docteur. Oui, Youssouf, allez-y. Bon, moi, ouais, je suis très content pour la présentation, puisque ce n'est pas la première fois.
Donc, de vous attendre et puis voir la qualité, l'expérience, la connaissance aussi. Merci. Donc, voilà, je tiens vraiment à vous remercier à tout moment. Je ne cesserai de le faire. Quand vous postez ou quand vous mettez des choses, voilà, peut-être je fais partie des personnes quand même qui vous disent merci, et ainsi qu'à l'Institut aussi. Donc, c'est un goût pour moi quand même voilà, de vous remercier à tout moment. Donc, vous parlez comme votre ministre des Affaires étrangères, là. Vous êtes, vous êtes très bien élevé au Mali. Merci. D'accord. Donc, merci beaucoup, professeur, docteur. Oui. Bon, au niveau de la... Il y a un point, bon, quand vous disiez que dans les soucis d'attirer les investissements étrangers, donc l'État peut être tenté d'accepter au moins un court terme entre l'employeur et l'employé. Bon, ici, je n'ai pas bien compris quoi. D'accord. Alors, Il y a donc, la partie, c'est la tentation d'abaissement des normes sociales, oui. environnementales et des droits et voilà, l'homme mixte. Oui, oui, droit de l'homiste. Voilà, Alors, donc c'est cette partie. d'accord. Ben, écoutez, c'est ce qu'on va observer dans certains pays, comme au Cameroun, et même en RDC avec les Chinois. On va l'observer dans ces pays où on voit les multinationales qui sont peu respectueuses des, des droits sociaux des travailleurs sans que, sans que l'administration ne réagisse ou ne réagisse fortement. On voit les multinationales, notamment chinoises, dégrader l'environnement dans leurs opérations sans que l'administration ne réagisse comme au Cameroun. Donc on voit nos administrations fermer les yeux sur ces enjeux sociaux au Togo, avec le traitement et même au Cameroun, traitement que les Chinois ont infligé aux travailleurs locaux. Donc, sur ces enjeux sociaux, environnementaux et de droits de l'homme, c'est ce qu'on a appelé un abaissement, la tentation de voir les États abaisser ces normes. Donc, autrement dire, autoriser, fermer les yeux sur la violation des droits sociaux des travailleurs, des droits de l'homme, des populations ou des droits environnementaux. Je ne sais pas si vous avez compris, Youssouf. Oui, docteur, j'ai bien compris et je suis très content aussi, j'ai bien compris. Voilà. Voilà, j'ai bien compris. Ça Donc, se passe partout en Afrique, hein? ah Pas, oui, voilà, pas au Cameroun seulement, effectivement. hein? Ça se Ben passe oui, partout en Afrique. oui, oui. On l'a vu aussi en Zambie. On Voilà, l'a vu en Zambie. voilà, ça se passe partout. Voilà. Je voulais intervenir. Oui, prof. Merci beaucoup. Je suis saisi d'admiration pour
D'après ce que vous nous enseignez, c'est vraiment très, très bien. Mais je voulais seulement intervenir pour les chemins de fer que vous venez de parler tout à l'heure pour la RDC. Oui. Je voulais vérifier la citation historique hein, d'Henry Mhm. Morton Stanley qui disait à l'époque la RDC sans chemin de fer vaut rien. Vaut Mhm. rien. Alors, il voyait l'importance des chemins de fer pour la RDC, un pays sous-continent. C'est Mhm. ainsi que le président Tshisekedi a compris cela. Nous Mhm. estimons qu'avec ce qu'il est en train de faire pour les chemins de fer, en tout cas, la RDC va décoller et c'est l'Afrique qui va décoller. Merci. Ouais. En tout cas, c'est magnifique. Moi, j'ai vu ça aujourd'hui seulement, Oui, mais j'ai trouvé que c'est magnifique comme projet. Vraiment justement, magnifique. oui. Oui, Magnifique. Et quand on veut le voir réalisé, la oui. vidéo est belle, mais on veut voir ça des yeux. Justement, c'est tout cela. Nous voulons voir que ça se concrétise. C'est ça. Oui, oui. Merci beaucoup. C'est ça. Donc, vraiment, c'est magnifique comme projet. Oui, oui. Autre réaction, la classe? Oui, Maître Bédier, vous avez ouvert votre micro. Allez-y. D'accord. Alors, quelqu'un d'autre? Maître Aurélie, vous n'avez rien dit aujourd'hui. Oui, docteur, Donc, je redis encore. Hein. en fait, c'était assez clair. Je vous dis d'abord merci pour ces cours. C'était vraiment clair et c'est exactement ce que vous avez dit parce que je me rends compte que les Cameroun et la RDC ont presque le même problème. Et voilà, j'ai vraiment pas de réaction jusqu'ici. D'accord. Merci, merci, Maître Aurélie. Oui, Yaro. Merci beaucoup, docteur. Sur la clause des droits de l'homme, je vois aussi une partie où vous disiez que c'est en Afrique qu'on voit que la durée, c'est de 15 ans et plus. Donc ça, c'est comparativement en Europe qu'on ne voit pas ça. Euh, bon, c'était surtout pas dans ce sens, hein. C'était surtout pas dans ce sens. C'était de dire que bon, les contrats miniers, là, généralement, c'était de dire que c'est des contrats de longue durée. Hein, Ah, d'accord, d'accord. sauf chez vous au Mali où on a ramené ça à 10 ans, je crois, là. Effectivement, je vous ai même posé une question la fois passée, à savoir voilà, la durée. Vous m'avez Ouais, répondu ouais, concernant la durée qui peut aller voilà, 15 ans, donc c'est bon, et puis 10 ans aussi. ouais, c'est Vous avez ça. répondu à ça. C'est ça. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, s'il n'y a plus de questions, bon, écoutez, c'était que l'entrée en matière. On se retrouve demain pour parler du cadre onusien, des principes directeurs du business et des droits de l'homme. On a bien vu, on a vu à partir de cette introduction que pour l'ONU et notamment pour les Occidentaux, les droits de l'homme constituent le chapitre numéro 1, le chapitre numéro 1 de la RSE. Donc, on va insister sur ce chapitre-là demain en voyant les principes directeurs. Alors, sur D'accord, ce, merci beaucoup, docteur. Merci merci, beaucoup. je vous remercie. À Merci, demain. Merci, docteur. Merci. Merci. À demain. merci Merci. infiniment. Merci infiniment. Je vous en prie, à demain. Merci la classe.